Je tiens toutefois à évoquer quelques perspectives qui retiennent particulièrement notre attention. La lecture de la déclaration de politique communautaire et la présentation qui en a été faite par ses auteurs laissent augurer d'une législature en deux temps. Un premier temps, centré sur la réalisation d'économies dans un contexte budgétaire difficile et sur la préparation de certaines réformes. Un second temps, ensuite, durant lequel de nouvelles perspectives sont appelées à se dégager et à se concrétiser. Alors le CEGEC répondra à l'appel du gouvernement de construire un dialogue en vue de l'élaboration d'un pacte pour un enseignement d'excellence. Si, assez logiquement, on ne sait pas actuellement quelles seront les orientations proposées dans ce pacte, l'intention affichée mérite notre attention. Qui dit pacte dit accord à conclure, ce qui s'oppose a priori à une logique unilatérale de la part des pouvoirs publics. L'ambition affichée est de tracer des perspectives à 10 ans, et je retiens aussi un élément de méthode que je vous cite, auquel j'ai fait un petit peu allusion tout à l'heure. Je cite l'accord de gouvernement. Les acteurs de l'enseignement, chacun en fonction de leur niveau d'intervention, auront davantage d'autonomie d'action et seront responsabilisés via des objectifs précis et l'évaluation régulière des résultats obtenus. Donc, face aux questions traitées aujourd'hui, cette orientation pourrait, je l'ai dit, ouvrir de nouvelles perspectives. Alors, je retiens également le principe de justice auquel se réfère le gouvernement, que je cite à nouveau. Notre enseignement doit permettre à tous les élèves d'arriver au plus haut de leurs capacités tout en augmentant le niveau des exigences. Du point de vue de la philosophie politique de l'éducation, le choix est clair, c'est la référence au principe d'équité. Conduire chacun au maximum de ses capacités, et non une référence au principe d'égalité pure et simple, qui consisterait à dire, par exemple, conduire chacun au même niveau de compétence ou de performance. Alors, ces distinctions, qui peuvent paraître un peu théoriques, seront, croyez-le-moi, cruciales au moment où le gouvernement s'attachera à mettre en œuvre les décisions qu'il a annoncées. Ainsi en est-il, par exemple, de la volonté de généraliser une épreuve certificative en fin de scolarité, le fameux bac, comme l'appellent déjà les médias. Cette épreuve comportera un tronc commun de questions identiques pour tous les élèves, en français, mathématiques, sciences et langues modernes, ainsi qu'un examen approfondi dans une de ces matières ou une autre matière enseignée. On sait par ailleurs, je ne vous apprends rien, que les disparités en termes de niveau d'exigence peuvent actuellement être assez importantes suivant les options, les filières et les établissements eux-mêmes. Entre mathématiques 2 heures, maths 4, maths 6, voire 8 heures, quel sera le dénominateur commun? Donc tout cela ne va pas de soi. Et non pas, comme la Libre Belgique l'a écrit ce matin, cela n'a pas de sens. Cela a du sens, mais cela ne va pas de soi. Comment trouvera-t-on à expliquer la volonté de conduire chacun au maximum de ses possibilités, tout en relevant le niveau des exigences et en évitant, si possible, une augmentation de l'échec scolaire? On le voit d'emblée, une telle réforme ne sera pas facile à mettre en œuvre. En dehors de la complexité à concevoir toutes ces épreuves, se posera inévitablement la question du niveau d'exigence souhaitable. L'expérience du CEB, où on a pu observer une évolution assez importante du niveau d'exigence d'une année à l'autre, montre que cette question sera aussi directement posée en fin de secondaire, et ce, avec une acuité bien plus grande qu'en fin de primaire. Une autre réforme délicate concernera le prolongement du tronc commun jusqu'à la fin de la 3e secondaire. La volonté affichée par le gouvernement est de compenser les différences de ressources culturelles entre élèves et de contribuer ainsi à la réussite de tous. Au-delà du renforcement de la maîtrise des savoirs de base, l'idée est de doter ce tronc commun d'une dimension polytechnique en y introduisant des cours scientifiques et techniques pour tous les élèves. Alors, comme pour le bac, cette réforme va devoir se penser en référence à un certain nombre de questions.
retarder l'orientation est un choix. Renforcer les savoirs de base est en soi une bonne idée. Mais quel sera l'effet de ce choix sur la motivation des élèves, par exemple, sachant qu'une partie d'entre eux attendent un enseignement plus concret, ce que permet précisément le passage dans une filière qualifiante. Quel sera l'effet de ce choix sur le niveau de compétences techniques atteint à la fin du cursus? Une année de moins pour atteindre un niveau de compétences donné ne va pas de soi, notamment en regard de la volonté de mieux répondre aux attentes du marché du travail. Peut-être s'agirait-il de distinguer plus clairement les filières, suivant qu'elles visent à la transition vers l'enseignement supérieur ou qu'elles visent à acquérir la maîtrise d'un métier. L'accord de gouvernement envisage cette hypothèse, au moins entre les lignes, mais sans préciser l'orientation exacte qui sera adoptée. Je n'en dis pas plus. Chacun se rendra compte, je crois, de l'acuité de ces questions qui se posent et de la nécessité pour les mener à bien, comment dirais-je, de faire œuvre à la fois de discernement et de grands dialogues auxquels, je le redis, nous allons participer. Alors, l'accord de gouvernement, et je m'achemine vers la conclusion de mon intervention, l'accord de gouvernement ouvre aussi de nouvelles perspectives, en particulier pour la seconde moitié de la législature. Je tiens à citer notamment, tout d'abord, l'option d'un certain réinvestissement pour la rénovation des bâtiments scolaires et la création de nouvelles écoles pour répondre aux évolutions démographiques. L'engagement à améliorer l'aide aux directions du fondamental et le développement de politiques nouvelles comme l'accompagnement des jeunes enseignants, le tutorat ou la systématisation des politiques de remédiation au bénéfice des élèves. Une réforme des cours de religion est également annoncée pour l'enseignement officiel. Pour ce qui concerne l'enseignement catholique, le gouvernement a pris en considération les différences objectives qui existent entre les réseaux d'enseignement et notamment le fait que les principaux arguments en faveur d'une telle réforme ne trouvent en réalité pas à s'appliquer dans l'enseignement catholique. Alors, j'en reste là.